T'as donc bien l'air concentré, Alex. Est-ce que je te dérange? Non, c'est juste que je suis vraiment surpris par la grandeur du territoire du Québec. Tu sais, on peut entrer 3 fois la France dans le Québec tellement c'est grand. Si je veux le parcourir à vélo un jour, là, ça va me prendre des bonnes jambes. Tu veux faire le tour du Québec à vélo? Chut. Les nouvelles commencent. Très chers amis, bonsoir, ici Mitch Anderson. Et Belinda Durand-Puy pour les nouvelles du sol. Nos manchettes ce soir, l'histoire de Gratien Labiche qui a tout quitté pour s'acheter un lopin de terre à la baie d'Hudson. Nous allons voir comment son entreprise a échoué à cause d'un temps trop froid et d'un sol trop pauvre. Mais tout d'abord, allons retrouver notre journaliste Brenda Duguay, cette passionnée du territoire du Québec qui nous a trouvé des statistiques pas piquées des verres pour nous. Brenda? Eh bien oui, Belinda et Mitch, comment vous dire, je n'en puis plus de vous communiquer ces informations, ma foi, incroyables. J'ai découvert qu'on ne peut pas pratiquer l'agriculture partout au Québec. En effet, le territoire agricole ne représente que 2% de toute la superficie du Québec. Ah, 2%, ça me rappelle la note que j'ai eue à mon examen de coiffure. 2%, c'est vraiment pas beaucoup, Brenda. Pourtant, on retrouve de grands espaces au Québec. Tout à fait, mais il faut que plusieurs facteurs naturels soient réunis pour pratiquer l'agriculture. Et quels sont ces facteurs? 1. Le climat, le sol, le relief. Ah, relief, ça aussi, ça me rappelle mon cours de coiffure. C'est pourquoi on pratique l'agriculture surtout dans le Québec méridional, c'est-à-dire dans la partie sud de la province, parce que c'est là que l'on retrouve les facteurs favorables. Il est important de préciser, Brenda, que le sud du Québec, c'est environ de l'Abitibi à la frontière américaine, si je ne m'abuse. Tout à fait. En parlant de facteurs, nous avons reçu par courrier une question d'une jeune téléspectatrice. Belinda? Oui, alors ça va comme suit. Bonjour, Brenda. Félicitations pour l'émission. Je la regarde à chaque semaine. Moi, j'aimerais savoir quels sont les reliefs les plus avantageux pour pratiquer l'agriculture. Merci, Stéphanie. Eh bien, les reliefs les plus avantageux pour pratiquer l'agriculture sont les plaines et les vallées, comme par exemple les basses terres du Saint-Laurent et les vallées des Appalaches. Oh, une autre question, Brenda, mais cette fois-ci par courrier électronique. Regardons. Salut Brenda, moi c'est parce que j'ai un examen de géo. J'aimerais savoir si on peut faire pousser la même chose dans toutes les régions du Québec. La différence qui existe au niveau du climat, des sols et du relief au Québec détermine souvent les productions agricoles possibles dans une région. Par exemple, en termes de climat, le maïs et le soya ont besoin de beaucoup de chaleur pour se rendre à maturité. On retrouve le plus souvent ces cultures dans les régions les plus au sud du Québec. Au contraire, le bleuet a besoin d'un climat frais. Le lac Saint-Jean se révèle donc un des milieux de choix pour faire pousser ce fruit. D'ailleurs, dans ma folle jeunesse, je me suis teint les cheveux en bleu et ils avaient beaucoup poussé lors de mon voyage au lac Saint-Jean. Ah oui? C'est fascinant. Nous devons nous quitter, chers amis, et n'oubliez pas que c'est uniquement dans 2% du territoire du Québec que nous trouvons les facteurs naturels favorables à l'agriculture. C'est vraiment pas beaucoup, 2%. Puis en plus, ces terres sont en compétition avec d'autres activités. Qu'est-ce que tu veux dire par compétition? Bien, en gros, ça veut dire que différentes activités cherchent à occuper le même territoire. Hein? Ah oui, regarde ça. Les premiers colons qui sont arrivés ici se sont d'abord installés sur des terres fertiles. Le fait de s'y installer, ça incitait d'autres gens à venir s'y établir. Des rangs sont devenus des villages. Des communautés ont pris forme et les premiers échanges économiques ont vu le jour. Avec l'augmentation de la population, les villages sont devenus des villes. Les réseaux d'échanges se sont multipliés et diverses industries se sont développées afin de répondre aux besoins grandissants de la population. Maintenant, les agriculteurs ne sont plus les seuls à vouloir des terres agricoles. Elles sont aussi convoitées par le développement urbain et industriel. Comme pour Montréal. Qui se situe au centre des meilleures terres agricoles du Québec. Et il n'y a pas que Montréal. Il y a Québec, Trois-Rivières et au fond, toutes les villes situées en bordure du Saint-Laurent. Ce qui est vrai pour la plaine du Saint-Laurent est aussi vrai pour les autres milieux propices à l'agriculture.
C'est pour cette raison-là que c'est une préoccupation pour la population et qu'on en entend parler dans les médias à différentes occasions, comme quand il est question de grands projets comme la construction de nouveaux réseaux routiers ou l'aménagement de parcs industriels qui empiètent sur le territoire agricole. Oui, mais il me semble que c'est dans les basses terres du Saint-Laurent qu'on retrouve la plus grande concentration de population au Québec. C'est donc normal que ce soit à cet endroit qu'il y ait le plus de projets de la sorte? Bien, c'est sûr que ça peut être utile d'avoir une nouvelle autoroute ou un nouveau centre d'achat, mais il ne faut pas oublier que c'est seulement 2 % du territoire du Québec qui est cultivable. Il faut en prendre soin. On dirait que la ville elle prend de plus en plus d'espace, en plus la population augmente. C'est vraiment pas rassurant. C'est l'urbanisation, c'est tout. Oui, mais il faut faire attention. L'urbanisation, c'est pas toujours bon. Ça menace les terres agricoles. C'est pas grave, il y a presque plus d'agriculteurs au Québec de toute façon. C'est vrai, il y a moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'il y a 100 ans, mais leur importance est cruciale parce que c'est eux qui s'occupent de subvenir aux besoins alimentaires de notre population. Moi, je pense qu'il y aurait des problèmes si tous les produits qu'on consomme étaient des produits importés. C'est vrai, ça. Parce qu'on serait dépendant des autres pays et notre économie en souffrirait grandement. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'entends tout ça, on dirait que je trouve ça inquiétant. Ouais, mais il y a sûrement des gens compétents qui gardent un œil sur la situation. Hein. Oh, encore les nouvelles? Écoute. Bulletin spécial, bulletin spécial, bulletin spécial. Et quand on dit bulletin spécial, c'est parce que c'est spécial. Alors vous savez que pour regarder vers l'avenir avec confiance, il faut savoir bien gérer les ressources. Je reçois donc aujourd'hui une agronome. Bonjour. Bonjour, Mitch. Donc, en quoi consiste le métier d'agronome? Bien, le métier d'agronome, je dirais que c'est essentiellement du transfert technologique et de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'on prend les résultats de la recherche et de la science, puis on les adapte aux producteurs agricoles et on essaie de bien le conseiller dans ses pratiques agricoles. Alors, on peut le conseiller, par exemple, à la régie du troupeau sur l'alimentation ou encore dans les champs pour le choix de culture ou la fertilisation. Donc, c'est essentiellement un rôle de conseiller. Et dites-moi, pourquoi avoir choisi ce métier? Bien, moi, à l'origine, quand j'étais petite, je viens de la ville, donc je viens pas du milieu agricole, mais il y avait une ferme laitière juste en arrière de chez nous. Puis j'allais souvent jouer dans les champs, tout ça, puis j'adorais les animaux. Et je pense que le goût de l'agriculture m'est venu de là, puis j'ai voulu en connaître plus, puis j'ai choisi le métier d'agronome. Puis aussi, c'est surtout en étudiant, finalement, que je me suis rendu compte de l'importance que l'agriculture avait au Québec, l'importance au niveau de l'occupation du territoire, mais aussi l'importance au niveau de produire des bons produits alimentaires pour nourrir les gens du Québec, mais aussi sur les marchés d'exportation. On dit que c'est un métier passionnant. Dites-moi pourquoi. Bien, c'est passionnant de savoir qu'on participe au développement de l'agriculture. L'agriculture est en constante évolution, elle change. Il y a beaucoup de nouveaux facteurs qui entrent toujours en ligne de compte. Il y a beaucoup de contraintes aussi que les producteurs auxquels ils doivent faire face. Donc, c'est super intéressant de savoir que l'information qu'on recueille, qu'on recherche, bien, elle va leur servir puis elle va leur permettre de demeurer en agriculture puis de toujours rester compétitif et de toujours faire mieux également. Maintenant, pouvez-vous nous dresser un portrait, non pas de moi, mais de la situation qui prévaut actuellement en agriculture? Bien, l'agriculture aujourd'hui, elle fait face à de gros défis. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a de moins en moins aussi d'entreprises agricoles. Par contre, les entreprises sont de plus en plus grosses, elles se sont beaucoup mécanisées, donc le travail de l'agriculteur est très différent d'il y a 40 ans, par exemple. L'agriculteur aujourd'hui, bon, c'est sûr, il doit produire des produits de qualité, il doit aussi toujours essayer d'améliorer son rendement et sa rentabilité, mais il doit faire ça toujours en tenant compte, en respectant des normes environnementales de plus en plus strictes. Donc, ça fait que le producteur, pour réussir, bien, il doit constamment être informé et améliorer ses façons de faire. Puis en plus de tout ça, bien, il y a bien sûr le phénomène de la mondialisation. Il est certain que la mondialisation a eu des conséquences. Comme par exemple, mon cousin Marcel mange des kiwis de la Nouvelle-Zélande et il vend ses salades aux États-Unis. Parlez-nous de ce phénomène. Bien, la mondialisation, c'est sûr que tout le monde le vit aujourd'hui au quotidien. Si on pense aux consommateurs, c'est sûr que ça a l'avantage qu'aujourd'hui, on peut avoir des produits qui viennent de partout à travers le monde, puis sur toute l'année, donc dans toutes les saisons. Par contre, il faut toujours réaliser qu'il y a un coût environnemental qui est lié à ces choix-là. Si on fait juste penser qu'on achète, par exemple, une laitue qui vient de la Californie, mais cette laitue-là a dû être transportée, donc il y a beaucoup d'énergie qui ont été dépensées pour la porter jusqu'ici, alors que des fois, des produits sont produits
ici au Québec et d'améliorer son rendement et sa rentabilité. Mais il doit faire ça toujours en tenant compte, en respectant des normes environnementales de plus en plus strictes. Donc, ça fait que le producteur, pour réussir, bien, il doit constamment être informé et améliorer ses façons de faire. Puis en plus de tout ça, bien, il y a bien sûr le phénomène de la mondialisation. Il est certain que la mondialisation a eu des conséquences. Comme par exemple, mon cousin Marcel mange des kiwis de la Nouvelle-Zélande et il vend ses salades aux États-Unis. Parlez-nous de ce phénomène. Bien, la mondialisation, c'est sûr que tout le monde le vit aujourd'hui au quotidien. Si on pense aux consommateurs, c'est sûr que ça a l'avantage qu'aujourd'hui, on peut avoir des produits qui viennent de partout à travers le monde, puis sur toute l'année, donc dans toutes les saisons. Par contre, il faut toujours réaliser qu'il y a un coût environnemental qui est lié à ces choix-là. Si on fait juste penser qu'on achète, par exemple, une laitue qui vient de la Californie, mais cette laitue-là a dû être transportée, donc il y a beaucoup d'énergie qui ont été dépensées pour l'apporter jusqu'ici, alors que des fois, des produits sont produits ici au Québec et qui aurait le coût environnemental serait plus faible. Pour le producteur, bien, il doit connaître ce qui se fait partout ailleurs aussi pour pouvoir être au même niveau et pouvoir toujours être rentable et c'est ça, et perdurer en agriculture. En gros, et pour résumer, les agriculteurs sont donc soumis à une tonne d'informations qui arrivent de partout. Oui, en effet, à chaque jour, ils doivent rester informés, se former tant sur leurs pratiques, mais aussi rester informés de qu'est-ce qui se passe dans le monde au niveau de l'économie, des pratiques. C'est pour ça qu'ils collaborent avec divers intervenants comme vous, qui les conseillent afin de maximiser leur production en prenant les bonnes décisions. Oui, c'est bien ça. Puis, mais je dirais même qu'il y a plein d'autres intervenants aussi qui les aident là, à chaque jour. On pourrait nommer les vétérinaires qui les aident sur le côté de la santé animale. Il y a des ingénieurs aussi pour ce qui est des bâtiments ou encore les installations qui sont faites pour la protection de l'environnement, donc la protection des cours d'eau, les haies brise-vent. Il y en a plein d'autres. Il y a des gens spécialisés en alimentation, en génétique. Donc, il y a beaucoup de gens. Et aussi en gestion, faut pas oublier la gestion, donc des agroéconomistes, des gens qui sont spécialisés dans la gestion financière. C'est un aspect rendu tellement important dans les entreprises agricoles d'aujourd'hui. Alors, ils sont bien entourés. Plein de métiers, tout aussi passionnants. Merci beaucoup. Bulletin spécial, bulletin spécial, bulletin spécial. Fini. Merci d'avoir été là. À une prochaine. Augmenter la productivité aujourd'hui, ça se fait avec des nouvelles technologies, avec une bonne gestion de son entreprise et en développant de nouveaux produits. Je comprends, mais c'est quand même la terre qui fournit les produits. Mais c'est pas dangereux de toujours lui en demander plus. Il doit avoir une limite à ce que la terre peut donner. Rebonsoir. Bonsoir, Belinda. Bonsoir, Mitch. Ne perdons pas de temps et allons tout de suite rejoindre Brenda. Je suis là. Brenda, on me dit que les décisions que les producteurs agricoles prennent doivent leur permettre d'atteindre un certain équilibre entre la production et la protection de l'environnement. Est-ce vrai? Tout à fait, Mitch. On a beau produire et produire, il faut quand même faire attention à l'eau, à la terre et à l'air que l'on respire. C'est une grande responsabilité. Les producteurs sont-ils seuls dans cette démarche? Non. Le gouvernement les accompagne depuis des années dans l'amélioration de leur façon de faire. Par ailleurs, il y a aussi la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour protéger ce qui reste des sols cultivables, qui ne représentent, souvenons-nous-en, que 2% du territoire du Québec. Exact. Cette loi, entre autres, s'assure de ne pas autoriser sur des terres cultivables des projets non agricoles. C'est bien. Et c'est important que cet effort de protection se poursuive pour que nous tous, ainsi que nos enfants, puissions bénéficier des productions agricoles d'ici, sans trop être dépendants des autres territoires agricoles. Oui, Belinda. L'idée, c'est de faire en sorte que nous produisions ici le plus de fruits, de légumes, de lait, de viande, de fruits de mer pour notre consommation. Et nous pensons aussi à nous améliorer. Vous savez, depuis quelques années, on voit apparaître et se développer de nouveaux produits d'ici. Ces innovations sont signe que le secteur est dynamique et plein d'avenir. Belinda, j'en ai assez de ces cacheteries. Je vous aime. Marions-nous. Mais Mitch, je suis sans voix. Excusez-moi, c'est trop beau, c'est trop émouvant. Est-ce que vous acceptez?
Monsieur Anderson.